On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Allô, Luc La Liberté, comment vas-tu? Salut Guy Nantel, ça va? Écoute, on approche c'est pas tout à fait un Super Bowl, c'est moins festif. Mais on approche de cette période-là de l'année puis d'une campagne électorale que j'adore. Pour le meilleur et pour le pire, c'est le crunch time. Ça commence là, on voit qu'on sort les gros joueurs puis on fait jouer le premier trio plus souvent. Écoute, tu avais une bonne question. Tu as soulevé une question intéressante. Là. Moi, j'ai mon idée, mais tu demandais le plus grand orateur, est-ce que c'est Donald Trump ou Barack Obama? Écoute, je reformule ma question. Je suis prof dans une autre vie. C'est important comment on formule nos questions. Je te relance cette question-là, puis je me prononce aussi. Qui est l'orateur le plus puissant ou le plus influent? Okay. Donc, parce que c'est pas tout à fait les mêmes critères qu'on pourrait utiliser pour se prononcer. Donc, est-ce que tu te mouilles ou tu plonges en premier? Est-ce que tu choisis Obama ou Trump? C'est une excellente question. Là, la manière que tu l'as formulée, c'est plus difficile. Meilleur orateur, je t'aurais dit de loin que c'est Obama. Parce que franchement, même toute époque confondue, selon moi, Barack Obama avait une réelle qualité là, de communicateur qui se rapprochait des Luther King ou de Nelson Mandela ou des gens comme ça. Influent, c'est difficile parce qu'on ne peut pas nier l'influence de Donald Trump. Donald Trump est certainement un bon manipulateur de foule. En tout cas, ça, je pense qu'on peut pas y enlever ça. Est-ce que c'est un bon orateur? Je peux pas dire ça, là. C'est-à-dire qu'il est souvent confus. C'est souvent... Tu sais, un orateur, là, c'est la structure de ses phrases, c'est sa capacité de transmettre ses idées. C'est pas sa plus grande qualité, mais sa capacité d'aller... C'est ce dont un gars comme toi a besoin pour faire le genre de métier que tu fais dans tes nombreuses occupations. Faut avoir un peu ce talent d'orateur-là, ou beaucoup. Oui, mais en même temps, il y en a qui sont très influents puis qui n'ont pas nécessairement un grand don d'orateur. Fait que, orateur, je vais quand même rester avec Obama, ouais. OK. Donc, en passant, je salue, c'est un de nos auditeurs, c'est quelqu'un qui nous écoute régulièrement, Étienne Denis, qui m'a lancé cette question-là. Puis je me suis mis à débattre avec, puis sur le coup, j'ai dit, il faut que j'en parle à Guy en fin de journée, parce que l'exercice, spontanément, quand il m'a lancé la question, j'ai dit, c'est Obama. Puis j'ai dit, écoute, regardons, si on parle de puissance ou d'influence, j'ai dit, je me souviens qu'en 2007, je couvrais déjà la politique américaine, puis on m'avait posé une question qui était un peu une question piège en entrevue, c'est-à-dire une question, je m'attendais pas à cette question-là. Monsieur La Liberté, quand est-ce que vous prévoyez qu'un Noir va diriger les États-Unis? Et je me souviens que spontanément, ma réponse, inspirée des sondages de l'époque, c'était, je verrai pas ça de mon vivant. Et on a vu quelqu'un qui, avec sa voix, qui, avec son charisme, qui, avec son intelligence, qui, avec, bien sûr, ses discours, est parvenu à tasser le couple Clinton, puis à tasser, on l'oublie souvent, McCain était populaire, et McCain était un vétéran estimé, puis quelqu'un qui était vu comme, on l'appelait le Maverick, mais quelqu'un qui est un penseur autonome, qui est capable de défier les conventions. Puis je me dis, ce gars-là a réussi, grâce à ce talent-là, à devenir le premier président noir de l'histoire américaine, et à le regarder aller ces jours-ci, qui nous dit qu'il n'est pas en train de pousser la deuxième personne noire à la présidence des États-Unis. Mais ensuite, Étienne défendait le cas adverse, puis il dit, pense à Trump, Luc. Il dit, qui est capable, à partir de tout ce qui pèse sur lui? Il est parti d'abord, entre guillemets, de rien. Il y avait la notoriété, il y avait Celebrity Apprentice. C'est un gars qui n'a jamais fait de politique. Il se lance dans le règne, puis il tasse Hillary Clinton, qui était donnée au départ comme la grande favorite. Mais il dit, regarde ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Combien de politiciens, par leur discours, sont capables de faire oublier ou de tasser au second rang le fait que c'est un agresseur sexuel, qui est reconnu coupable de fraude, qui a été reconnu coupable de diffamation, on utilise, ça on en a jasé cette semaine, on utilise contre lui l'étiquette fasciste, et ce gars-là a encore 50% des votes, et, selon plusieurs, il va gagner le 5 novembre. Et j'avoue que ça m'a fait réfléchir, je me disais, oui, Trump est capable, à sa façon, non seulement de déplacer des foules, mais d'exploiter les faiblesses de l'adversaire, puis de faire oublier les siennes, en tout cas, à assez de gens pour être capable de gagner. Il y a une intelligence certainement pour réussir, comme je te dis, à manipuler les foules. Puis là, quand je dis manipuler, ça donne l'impression que, tu sais, il y a le défaut d'un manipulateur, mais je parle vraiment de sa capacité de comprendre comment une foule réfléchit et de dire sur quel levier, tu sais, je peux... Exactement. Mais sauf que en tant qu'orateur, tu sais, parce qu'il y a quand même ce mot-là dans ta phrase, je pense pas que c'est sa principale force. Puis à la limite, je te dirais même que Donald Trump, on n'arrête pas de dire que plus il y a de scandales, ah mon Dieu, comment ça ne colle pas à peau? Moi, j'ai l'impression que plus il y en a, plus ça plaît à sa base. Parce qu'il incarne de plus en plus... Oui, vas-y.
Tu vois, un des problèmes, j'ai hâte, parce que je veux pas vendre le punch, puis en même temps, c'est pas un gros punch, mais on est vendredi. Demain, je me prononce sur la campagne. Qui devrait l'emporter? On fait ça, c'est un jeu, finalement. Honnêtement, je paierais ni ma maison, ni mes REER là-dessus. Mhm. Donc, quand on regarde comment ça se passe ces jours-ci, qui va l'emporter? Donald Trump peut être effectivement le gagnant, mais il peut aussi être son pire ennemi pour une raison. Tu dis, il est très fort avec sa base. Le défaut que je vois au moment où on est, là, au moment où on est rendu avec 10 jours à faire, c'est que je sens pas chez Donald Trump l'intérêt ou la stratégie visant à aller chercher d'autres personnes que sa base. Et c'est peut-être ça qui va être sa limite. Kamala Harris, pour le meilleur et pour le pire, parfois elle le fait habilement, parfois elle le fait maladroitement. Regarde, elle est au Texas aujourd'hui. Bon, elle prend pas de chance, elle y va avec Beyoncé. On met toutes les chances de son bord. Mais elle est au Texas aujourd'hui. C'est pas un État qu'elle va gagner, puis c'est pas un terrain ami. Donc, à qui Donald Trump parle dans ses idées, dans ses discours, à part que sa base. Sa base, elle va être là, puis elle va aller voter. La mobilisation, ça va être majeure. Mais je te dirais, voilà, il a très bien compris comment on joue avec une foule, au sens comment on les met de notre bord, qu'est-ce qui les choque, qu'est-ce qui les indigne, puis les démocrates sont des woke, puis on n'aime pas ça. Qu'est-ce que vous aimez de mes idées, mon image forte, mon image d'homme d'affaires? Mais voilà, dans le discours, je vois pas l'ouverture qu'il fait pour, si vous n'êtes pas déjà convaincu, venez vers moi. Je le sens pas dans ce qu'il fait. Alors que Kamala Harris, au moins, essaie. Il n'y a peut-être pas besoin de le faire, je sais pas. En tout cas, c'est un drôle de voilà, phénomène. Peut-être. Ils ont peut-être des chiffres à l'interne qui montrent Donald Trump, M. Trump, continue à la jouer comme ça, puis on gagne. C'est peut-être ça qu'on a à l'interne. S'il essaye de plaire aux indécis, il va peut-être devoir diluer un peu son discours et à ce moment-là, ça va peut-être déplaire à sa base. En tout cas, ils font peut-être ce calcul-là. Il ne sera plus Donald Trump. S'il dilue le discours, il devient moins Donald Trump. Mais on va en parler pendant des décennies. C'est un phénomène, puis il faut quand même y donner tout ça. Tout à fait. Je veux dire, assurément. Comme prof d'histoire, je suis sûr que ceux qui vont enseigner l'histoire dans 10 ans vont encore parler de ça. C'est assuré. Sûr. Ben oui. J'aimerais ça que tu me parles du Los Angeles Times parce que l'éditrice a écrit un éditorial et le nouveau propriétaire, qui est un Chinois ou un Coréen, je pense, en fait, qui a acheté ça, hein, puis qui a payé une fortune, en tout cas. Là. Des centaines de millions pour acheter un journal qui est prestigieux, là, qui a beaucoup d'influence. Et lui a dit non, l'éditorial, là, on met pas ça, c'est quand même rare qu'on voit une histoire pareille. Là. Voilà. Écoute, je te parle des deux parce que durant la journée, j'ai échangé avec Maximile, avec qui on travaille, puis toi aujourd'hui, à dire, regardez, on pourrait parler de ça, puis oups, pendant qu'on discute de ça, il est sorti l'autre nouvelle, le Washington Post va faire la même chose. Et l'équipe éditoriale du Washington Post est en colère. Jeff Bezos a dit non, cette année, il y a une très longue tradition au Washington Post d'appuyer un candidat. Le LA Times a aussi cette tradition, mais on l'avait interrompu après Richard Nixon parce qu'on s'était prononcé dans le cadre du scandale du Watergate, puis là, il y a des gens qui ont accusé le Times d'avoir fait le jeu de l'opposition. Donc, là, mais disons, ça fait partie de la tradition de plusieurs grands journaux, LA Times, comme le Washington Post. On appuie quelqu'un, on dit quel est le meilleur choix pour le pays au moment où on se parle, en faisant le pour et le contre. Et dans les deux cas, c'est le propriétaire du journal qui intervient dans la salle éditoriale pour dire, en passant, les éditoriaux étaient écrits, le texte partait. Est-ce qu'on sait qui allait appuyer? Dans les deux cas, on allait appuyer Kamala Harris. Donc, et là, ce sur quoi on ne peut que supputer, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses là-dessus, c'est pourquoi le propriétaire met le pied à terre. Est-ce qu'on le fait par souci d'être équitable en disant, ce jeu-là, on n'embarque pas là-dedans. C'est très serré, c'est très polarisé. Faisons plutôt, c'est ce qu'avait proposé le propriétaire du LA Times. Il avait dit, faites-moi un bilan pour et contre, bon coup, mauvais coup, puis envoyons ça aux électeurs, ils se feront une idée. Donc, lui s'est défendu comme ça. Bezos, on a plus ou moins de réponses jusqu'à maintenant. Sinon, qu'il y a eu une relation de Jeff Bezos très tordue avec Donald Trump lui-même. Donald Trump avait sanctionné Amazon à l'époque où Jeff Bezos était encore là. Donc, et là, cette fois-là, c'est Bezos qui intervient et la réaction de sa salle de sa salle éditoriale est importante. Jeff Bezos est derrière le slogan. Il a appuyé puis encouragé le slogan qui est, je sais pas si tu te souviens, Democracy dies in darkness. La démocratie meurt dans l'ombre, grosso modo, dans les magouilles ou dans le manque de transparence. C'était clairement visé les partisans de Donald Trump ou certains conseillers de Donald Trump. Ben là, on lui a répondu à Bezos que Democracy dies quand les gens se couchent, quand les gens refusent de s'impliquer ou qu'ils ne se tiennent pas debout. Donc, tout ça pour dire que parmi les retombées qu'il y a de la polarisation actuelle, il y a aussi beaucoup d'enjeux dans les médias. Puis ça, toi et moi, on joue assez avec ça pour savoir qu'aux États-Unis, ils sont déjà très orientés.
Parfois, ils mentent, d'autres fois, ils mentent pas, mais ils couvrent juste un côté. Donc, on pourrait les nommer puis les mettre dans chaque camp assez aisément. Mais là, ça va jusqu'aux positions éditoriales. Ça veut dire que le propriétaire, maintenant, se permet de dire à ses éditeurs, vous faites ça ou vous ne faites pas ça. Et je répète, les textes étaient écrits dans les deux cas. Donc, on est vraiment dernière minute, là. Ça allait se faire. C'est le propriétaire qui, en très mauvais français, met les briques. Ben, c'est sûr que, bon, évidemment, l'ingérence des propriétaires, c'est toujours mal vu dans les médias, mais d'un autre côté, je préfère de loin, moi, qu'on mette les pour et les contre des candidats plutôt qu'un éditorial où on dit voici, c'est celui-là, parce que, bon, je considère qu'il faut faire confiance à l'intelligence de nos clients, de nos spectateurs, de nos auditeurs. Ben, merci beaucoup, Luc. On se quitte là-dessus. Bonne fin de semaine. Très bonne fin de semaine à toi, Guy. À bientôt.